Savourez la météo de votre région avec les saucissons Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, toute l'information sur France 3 jusqu'à 20h. Au sommaire de votre édition régionale, ce soir, une météorite qui a fondu sur les Alpes, c'était hier soir, un phénomène visible de très loin qui a provoqué l'inquiétude dans la région. Le standard des pompiers a été très sollicité. Des panneaux électroniques avec de nouveaux pictogrammes pour signaler les risques d'avalanche. Les premiers modèles ont été installés dans différentes stations à titre d'expérience. Ce sera le cas au Grand Monté à Chamonix où nous nous sommes rendus. Et puis Chamonix qui vibre aussi à l'heure du Kandahar. C'est toute la vallée du Mont Blanc qui se serre les coudes pour l'organisation de la Coupe du Monde de ski alpin. Et pour la première fois, Saint-Gervais-les-Bains participe à la fête en tant que sponsor. Qui l'eût cru ? À 19h30, Catherine Matoche vous présentera l'édition nationale avec deux grands titres ce soir. Combien de temps allons-nous travailler ? Le projet de loi défendu par la ministre du Travail, Myriam El Khomeri, prévoit plusieurs exceptions autour de la durée légale. Ce projet ne passe pas à gauche. Explications et réactions dans le journal. Et puis l'Europe mise à l'épreuve au sommet de Bruxelles qui vient de s'ouvrir. Londres veut obtenir dans les heures qui viennent un accord politique pour rester au sein de l'Union. Particulièrement visible en Isère et dans les Deux-Savoie, le phénomène a fait le buzz sur Internet en quelques minutes. Des dizaines de personnes ont aperçu une comète lumineuse traverser un pan de ciel hier en fin d'après-midi. Au final, l'objet volant a bel et bien été identifié comme étant une météorite en fusion. Tiffaine Honoré, Franck Serroni. Une traînée lumineuse en plein match. À Valmorel, les spectateurs étaient aux premières loges. Des témoins l'ont même observé depuis leur balcon dans le ciel de Grenoble. C'était comme un feu d'artifice, mais de couleur vert. Et voilà, il y a eu pas mal d'étincelles derrière, mais sans détonation à la fin. Donc c'est pour ça que ça m'a intrigué. Le phénomène a aussi agité la toile, au point d'inquiéter certains qui ont pensé à un crash. Mais pas d'inquiétude, l'objet volant non identifié était en fait une météorite en fusion. On a vérifié qu'il n'y avait pas d'aéronef disparu. C'est ça l'élément important. Une fois que nous avions ces éléments, on était plutôt rassurés. Aucun impact terrestre n'a été identifié. Des pierres qui traversent l'atmosphère, ce n'est pas rare, mais souvent invisible. L'une d'elles avait quand même fait 1000 blessés il y a 2 ans en Russie. Spectaculaire, le phénomène est pourtant simple. Éric Lévin étudie ces bolides à la loupe. Des pierres, il en tourne dans le système solaire des quantités absolument faramineuses. De temps en temps, elles passent à travers l'atmosphère. Elles sont extrêmement froides avant, mais comme leur vitesse est très grande, il y a un échauffement très très fort au contact de l'atmosphère. Le matériau fond. La météorite n'est sûrement plus que poussière. Dommage pour ce chercheur qui y déchiffre l'histoire de l'univers. La plupart ont comme âge de formation l'âge du système solaire. Ça s'est formé en même temps. En fait, la Terre s'est formée d'objets dont les miettes sont les météorites. Pour les observer, 100 caméras seront installées cette année en France. De jour comme de nuit, elles scruteront le ciel pour ne plus courir après ces étoiles filantes. L'expérimentation va durer jusqu'au 10 avril. Le temps d'évaluer l'impact sur le public. Des panneaux électroniques ont été installés dans certaines stations de ski pour signaler les risques d'avalanche en montagne. Si le test est concluant, ces nouveaux panneaux remplaceront à terme les habituels drapeaux de couleur. Xavier Schmitt, Dominique Semet. Tu vois, par exemple, là, on a le risque 1, 2, 3, 4, 5. Les pisteurs secouristes doivent régulièrement donner les précisions, car les skieurs découvrent le nouveau panneau d'information sur les avalanches. 5 couleurs et 5 pictogrammes pour 5 niveaux de risque. Les premières réactions sont plutôt bonnes, sauf pour les textes. Un peu complémentaires. Les textes, pour l'instant, mais c'est expérimental, sont en français. Ici, dans la vallée, on a quand même une clientèle étrangère qui est assez importante. Et déjà plusieurs fois, on a eu des retours sur il faut que l'information soit aussi faite dans une langue étrangère. Le système actuel repose également sur 5 niveaux de risque, mais la signalétique avec drapeau est moins précise. Jaune pour les niveaux 1 et 2, damier pour les 3 et 4 et noir pour le 5.
C'est plutôt positif par rapport au drapeau qui avait moins de finesse et auquel on s'habituait et on ne comprenait pas toujours. Celui auquel on faisait attention, c'était le jaune à damier noir. À l'origine de l'expérimentation, un groupe de travail qui réunit les organismes d'études et d'information sur les avalanches et aussi les associations qui œuvrent pour la prévention des risques. 8 stations testent le nouveau dispositif. Elles recueilleront l'avis des skieurs. Il y a encore des petites choses, il y a beaucoup de choses même à améliorer. C'est pour ça qu'on demande aux gens de nous faire part de leurs remarques, de leurs réflexions, de leurs pour améliorer petit à petit éventuellement cette future nouvelle norme. Dans plusieurs pays européens, l'échelle à 5 pictogrammes est en vigueur depuis 1994. C'est très important de suivre les standards internationaux parce que les skieurs, en fait, ils ne sont pas seulement en France, ils ne sont pas seulement des Français qui viennent skier en France, ils viennent de partout. L'information sur les risques d'avalanche s'adresse d'abord aux adeptes du hors-piste. Il faut les convaincre de ne pas se mettre en danger, à défaut de pouvoir les en empêcher. En Isère, les forces de l'ordre ont lancé une opération d'envergure la nuit dernière aux entrées de l'agglomération grenobloise. Sur ordre du procureur, gendarmes et policiers ont déployé un dispositif pour traquer les délinquants, afficher une présence et rassurer la population. Près de 500 véhicules ont été contrôlés. Joël Sironi, Jean-Pierre Rivet. Ils se sont déployés à 21h à la barrière de péage de Vorep et rares sont les automobilistes qui échappent au contrôle. Monsieur, bonsoir, contrôle de gendarmerie. Je vous demanderai de couper le moteur et de me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Les moyens engagés sont essentiellement ceux de l'escadron départemental de sécurité routière. Ils sont renforcés par des gendarmes mobiles qui viennent de Limoges et qui sont affectés à la sécurisation de la périphérie de Grenoble, en zone gendarmerie. Et nous sommes également renforcés par 2 maîtres chiens qui vont nous permettre de faire des contrôles de véhicules en profondeur. Une trentaine de gendarmes sur l'autoroute, une dizaine de policiers à Saint-Martin-d'Air en direction de la Rocade Sud. Les barrages de contrôle sont installés sur des verrous stratégiques aux entrées et sorties de l'agglomération, comme un piège tendu, prêt à se refermer sur les délinquants. C'est essentiellement pour lutter contre les cambriolages qui ont été très fortement en hausse en 2015 et qui sont en baisse depuis quelques semaines. Et nous continuons par une saturation de l'espace public, vraiment de marquer le terrain, de marquer un retour des forces de l'ordre pour contrôler l'ensemble des flux sur le département. Ces actions sont réalisées sur réquisition du parquet. Elles permettent aux policiers et gendarmes de procéder à des contrôles d'identité et leur donnent le droit de fouiller les coffres des voitures. Tous les jours, on a des demandes de réquisition avec des dispositifs qui sont au point névralgique de passage des gens susceptibles d'avoir commis des cambriolages ou des délinquants en général. Voilà, on insécurise aussi les délinquants. On rassure les citoyens, on insécurise les délinquants. Une occupation de l'espace public qui semble porter ses fruits. Le nombre de cambriolages dans l'Isère a baissé de près de 13% entre janvier 2015 et janvier 2016. François Fillon, de passage à Grenoble, le candidat Les Républicains à la primaire de la droite et du centre s'est notamment arrêté à l'école d'apprentissage ELAG de Grenoble. Il en a profité pour donner sa vision de la lutte contre le chômage en rénovant les contrats d'alternance et d'apprentissage en vigueur. On l'écoute au micro de Joël Sironi. Ça fait partie des propositions centrales de mon projet, réorganiser la formation professionnelle, créer sous l'autorité des régions et des branches professionnelles un ensemble dans lequel il y aurait à la fois les lycées professionnels et les CFA, faire en sorte que l'alternance, l'apprentissage devienne une voie centrale d'accès à l'emploi, ce qui suppose d'ailleurs de modifier les contrats d'apprentissage, d'orienter une partie des crédits des emplois aidés vers l'apprentissage et vers la formation professionnelle. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qui est pour moi une des solutions principales, en tout cas une des solutions les plus importantes à la lutte contre le chômage. Politique toujours, avec le déplacement de Yannick Neuder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et à l'innovation. Il était ce matin au centre INRA de Crowell, dans le Puy-de-Dôme, pour visiter les installations les plus récentes au service de la recherche agronomique. C'est notre sujet ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est signé Cyril Genet et Arthur John. Ce ne sont pas des serres, mais 4 abris mobiles qui recouvrent chacun 700 mètres carrés de cultures expérimentales. Ici poussent 228 variétés de blé que l'on prive d'arrosage naturel pour mesurer leur résistance à la sécheresse. On peut aussi diffuser du dioxyde de carbone pour simuler la pollution.
Objectif, sélectionner les meilleures espèces pour les 20 ou 30 prochaines années. Un équipement de 6 millions d'euros financé par l'Agence nationale de la recherche et pour un tiers par les fonds européens gérés par la région. Il peut y avoir l'innovation en agriculture, ce n'est pas réservé à certains secteurs qui sont plus sur l'industrie, sur la santé. Donc il y a de l'innovation dans l'agriculture et puis de transférer tout ça, tout ce savoir, on va dire, académique vers l'employabilité et vers l'emploi tout court de demain. Depuis le 1er janvier, l'INRA s'est réorganisé autour des nouvelles régions. Le site de Clermont-Té pilote les activités de recherche à Aurillac, Lyon et Grenoble. Le fait d'avoir cette nouvelle région fait que notre périmètre correspond exactement au périmètre administratif. Voilà. Et donc ça nous donne une beaucoup plus grande facilité d'interagir avec nos partenaires régionaux. Et effectivement, on est parmi les centres de l'INRA, le 3e centre en France, avec près de 1000 personnes sur le territoire. Cet équipement, livré en octobre dernier, sera présenté au public lors des prochaines portes ouvertes de l'INRA, du 4 au 6 juin. Quel avenir pour les bureaux de poste en montagne? Alors que la Poste réorganise ses services de distribution, les premiers effets se font sentir à Courchevel en Savoie. Commerçants et résidents se plaignent de recevoir leur courrier avec plusieurs jours de retard depuis que les postiers ont été délocalisés l'été dernier. Marion Feutry, Frédéric Pasquette. Dans cet hôtel de Courchevel, le courrier est bien arrivé ce matin, mais ce n'est pas le cas tous les jours. Il y a des jours où on n'a carrément pas de courrier. Et donc j'ai souhaité savoir pourquoi. J'ai téléphoné au centre de tri à Moutier et par 2 reprises, on m'a dit une fois que le facteur était en congé. Donc il n'y avait pas de distribution de courrier ce jour-là. Et la 2e fois, on m'a dit qu'il n'était pas équipé pour aller en montagne. Une situation qui dure depuis août dernier et la réorganisation des services de la Poste. Dans la station, ces locaux n'abritent plus que les services bancaires. Tri et distribution ont été délocalisés 20 km plus bas à Moutier, malgré les alertes lancées par la mairie. On leur a fait plusieurs courriers en leur disant nos inquiétudes avec cette réorganisation depuis Moutier. Ça a été, on va dire, lettre morte. Et ensuite, on a essayé de communiquer. Cette communication est très très difficile avec la Poste. Ça fait à peu près 4 mois qu'on n'a pas vraiment de contact réel avec la direction. Depuis la plateforme de Moutier, des agents remplaçants assurent comme ils peuvent les tournées de Courchevel. Car avec la distance et le temps de travail, arrêts maladie et démissions se multiplient. Il y a beaucoup de petits bureaux aujourd'hui qui sont en souffrance, comme le bureau de Beaufort-sur-Doron, comme le bureau de Moutier, où justement cette sous-estimation massive du temps de travail des facteurs produit beaucoup de souffrance, beaucoup de craquage, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de burn-out, et tout ça dans l'indifférence des institutions. En décembre dernier, des salariés de la Poste se mobilisaient au tribunal d'Albertville suite à l'accident vasculaire cérébral d'une de leurs collègues. Résultat, en janvier, une expertise sur la souffrance au travail a été ordonnée par la justice. Et ce soir, dans un communiqué, la direction de la Poste reconnaît des perturbations dans la distribution du courrier. Elle précise que ce n'est pas lié au transfert d'activité et prévoit de mettre en place des moyens spécifiques pour améliorer très vite la qualité du service. Je vous rappelle que la SNCF est en grève depuis 18h ce soir. Un mouvement social qui va affecter les trains régionaux, mais pas les TGV. Environ 6 TER sur 10 seront assurés normalement selon les secteurs, c'est-à-dire 70% des trains sur l'axe Lyon-Chambéry, autant pour les trajets Lyon-Annecy et ceux du Lyon-Genève. On écoute maintenant un délégué syndical qui nous explique les raisons de cette grève. On nous annonce au minimum 100 suppressions d'emplois sur la région Alpes qui concerne les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain et de l'Isère. On souhaite que ces suppressions ne se fassent pas. On souhaite du personnel suffisant pour conduire les trains. Aujourd'hui, on a quand même une situation où la direction est obligée de supprimer des trains pendant la semaine parce qu'il manque des conducteurs. C'est quand même aberrant. On souhaite aussi par exemple le retrait immédiat du projet qui consiste à supprimer à partir du 29 août les contrôleurs dans les trains sur la région Rhône-Alpes. On passe au sport avec la Coupe du Monde de ski alpin qui commence demain à Chamonix avec l'épreuve du combiné. En tête du premier entraînement hier, Guillermo Fayed. Et je parle de l'entraînement de descente, on va voir l'image. Guillermo Fayed a donc réalisé un bon temps à l'entraînement ce matin. Le premier entraînement, l'enfant du pays a fini 7e sur la célèbre Verte des Ouches. Ça fait de lui un des favoris de la descente qui est prévue samedi. Est-ce que tout est clair ?
Chamonix qui renoue avec la Coupe du Monde de ski alpin après 3 années de disette, d'absence. Pour ça, il a fallu remettre la piste aux normes ainsi que l'aire d'arrivée, un travail colossal et un budget important lui aussi auquel participe pour la première fois la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Qui l'eût cru? Reportage Cédric Picot et Anne Ployard. Un panneau rouge pour une petite révolution. Sur la fiche du Kandahar 2016 et pour la première fois, Saint-Gervais rejoint les Ouches et surtout Chamonix. Cette année, la cité thermale a décidé de s'associer à l'événement. D'abord, c'est un honneur et ensuite, c'est une vraie aussi démarche politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'est plus à l'époque où chaque station et chaque commune joue chacun dans sa cour. Et je pense qu'il est temps, effectivement, d'avoir une destination Mont-Blanc et quand on a une belle compétition comme le Kandahar, de pouvoir la partager. Fini la supposée rivalité entre le pays du Mont-Blanc et la vallée de Chamonix. Aujourd'hui, tout le monde veut s'entendre sous l'appellation Mont-Blanc pour être mieux perçu par le monde du tourisme au niveau national et mondial. Mais cette nouvelle entente trouve aussi du sens au niveau politique. De Megève à Chamonix en passant par Saint-Gervais, ce qui réunit les territoires est désormais plus fort que ceux qui les séparent, notamment pour négocier face au ministère parisien. La reconnaissance de la spécificité montagnarde est tellement inexistante dans ce pays, on est tellement centralisateur, tellement perclus de normes et de choses qui sont totalement inapplicables en montagne, l'urbanisme par exemple, que se rassembler et faire en sorte qu'avec les voisins on s'entende, c'est la moindre des choses. L'arrivée de Saint-Gervais dans le Kandahar, c'est le symbole d'un véritable virage dans les relations entre les territoires situés au pied du toit de l'Europe. Avant, tout le monde se disputait l'appellation Mont-Blanc. Désormais, il semble plus judicieux de la partager. Courir en pleine montagne sur des distances parfois très longues, l'ultra-trail séduit de plus en plus d'amateurs. Une discipline pourtant éprouvante et qui exige une bonne condition physique. Pour s'y préparer au mieux, des stages sont organisés au Cési en Savoie. Reportage Benoît Véran et Fabienne Blévis. Envoie du lourd. Des chaussures à crampons, des lunettes de soleil, équipement basique pour l'ultra-trail sur neige. Il faut faire attention quand vous avez, en plus les appuis peuvent être fuyants, parfois la neige elle est dure en surface et puis c'est un petit peu mou sur les côtés, etc. Ce petit groupe de coureurs de fond est privilégié. Pour 350 €, ils viennent de s'offrir un stage de 3 jours avec la championne de trail Émilie Lecomte. Ici à 2000 mètres, la respiration est plus difficile. Les appuis sont plus fragiles. Courir sur la neige, une technique particulière qu'il vaut mieux appréhender avec un pro. On s'abreuve de sa connaissance de la montagne, du trail, et du coup c'est vraiment sympa de pouvoir partager en tant que simple amateur. C'est sûr que la technique, il vaut mieux avoir un professionnel avec soi parce que sinon c'est des habitudes qu'on prend et souvent des mauvaises. Le trail en montagne, c'est aussi le plaisir des yeux. Un sentiment de liberté, parfois nécessaire dans nos vies bien réglées. Je le prends un peu comme un échappatoire. Un échappatoire après le boulot, aller courir, échanger, partager, ouais, ça vide. On s'occupe d'eux, on les prend en main, on leur propose un moment d'évasion, un moment de liberté où ils ont effectivement juste à se laisser guider en fait et on va leur faire découvrir des sensations. Et lorsque la nuit tombe, nos coureurs pénètrent dans une autre dimension. C'est vraiment une expérience multisensorielle qui est très intéressante. Regarde, là, écoute un peu. Voilà, il n'y a que nous, on est au milieu de nulle part. La montagne leur appartient, c'est mystère aussi. On est surpris, on voit un animal au loin, enfin on voit juste 2 billes. Et puis c'est oh, regarde. Si on est avec quelqu'un et puis l'autre sursaute parce qu'il l'a pas vu et regarde là, juste là. Chut. Il se fait déjà tard, il faut rentrer car demain, notre petit groupe se lève à 5 h. Une nouvelle journée et encore une fois, 20 km à parcourir. Enfin, mission accomplie pour les handballeurs chambériens qui se sont imposés 31-27 face à Créteil hier soir. Une belle victoire et surtout une bonne opération pour le CSH qui revient à hauteur de ses adversaires du soir au classement général. Résumé du match sur notre site alpes.france3.fr. 4e et dernier volet de notre série Immersion en Larosière en Savoie. Ce soir, Denis Vigneault-Duguet, Didier Albrand et Philippe Caillat nous proposent de découvrir un métier hors norme, celui de restaurateur d'altitude. Un métier soumis aux caprices de la météo. On passe régulièrement de l'enfer au paradis. Dès que le jour se lève,
Tony et une partie de son équipe enfourchent les motoneiges. Objectif, rejoindre au plus vite le site de la Traverse. C'est ici, à 2000 mètres, qu'il a construit il y a 15 ans son restaurant. On est au bureau, un peu d'altitude, ça fait du bien tous les matins. Un bureau pour le moins exceptionnel, dans un site magnifique certes, mais un bureau qui se mérite. Le gel vous transperce et une épaisse couche de neige recouvre tout. La quantité est telle ce matin qu'une seule des 2 terrasses sera dégagée. C'est pas comme ça tous les jours, heureusement, mais très souvent, surtout cette année sur le mois de janvier, on a eu énormément de neige, donc beaucoup de difficultés à arriver au restaurant et à déneiger et à être en place à temps. Karl, on va terminer avec Will. Tu vas juste dedans aider les autres pour les entrées. Pour la première fois depuis 3 jours, le soleil brille sur les pistes de la Rosière et les skieurs sont au rendez-vous. La plupart vont aller en Italie parce qu'ils ont vraiment envie de connaître l'autre côté du domaine. Et pour ceux qui skient par ici, ils ont aussi toute cette partie fantastique au soleil. Et on verra à midi, ça sera la surprise. À la mi-journée, effectivement, la terrasse est prise d'assaut et il n'y a plus une seule place de libre à l'intérieur. Tous viennent chercher ici la même chose. Un bon petit repas chaud, pris en famille pour nous retrouver tous les 3. On se donne le point de rendez-vous ici et puis on se retrouve, quoi. Manger chaud et bon, se faire servir rapidement. La clientèle n'a pas forcément conscience des contraintes qu'impose l'altitude, sauf peut-être Linda et Karine qui tiennent un restaurant dans les Vosges. Je pense qu'ils travaillent beaucoup avec le tourisme et le temps. Alors du coup, on ne s'imagine pas en fait l'organisation que ça peut représenter déjà au niveau des commandes, de la boisson, des stocks et tout. On essaye de gérer à peu près en quantité et puis on a des produits qui nous permettent de renouveler rapidement si jamais on manque. Depuis 7 h du matin, Tony et son équipe n'ont pas eu une seconde de repos. Une bolognaise, on vous l'amène. Un rythme intense, mais surtout le plaisir des échanges avec les clients. Heureusement, on arrive à nouer des relations. Il y a des gens qu'on revoit et il y a des moments où c'est quand même plus calme et on peut se permettre de discuter, de nouer des liens assez forts avec des clients et surtout international. Donc c'est ça qui est superbe. Une clientèle nombreuse, variée et souvent plutôt fidèle. Il faut dire qu'en guise de dessert, par jour de beau temps, l'espace San Bernardo offre à ses visiteurs un panorama époustouflant que les habitués connaissent sous le nom de l'envers du Mont Blanc. En Haute-Savoie, justement, la Turbine Science de Crangevrier propose une exposition très originale sur le thème « Passer à table ». Le principe est simple, vous choisissez votre plateau repas qui vous annonce aussitôt votre bilan nutritionnel. Un jeu et une prise de conscience de notre consommation au quotidien. Ingrid Pernet-Duparc, Anne Ployard. La tête dans le réfrigérateur, Jeanne et son frère traquent les glaces et les mousses au chocolat pendant que Papy surveille sa ligne. La saucisse de moto, c'est pas tous les jours. La bière non plus. C'est plutôt souvent de l'eau. Un repas plutôt équilibré avec un bilan nutritionnel correct. Pour vous donner une idée, les besoins énergétiques d'un adulte varient entre 2200 et 3000 kcal par jour. Jus d'orange, le plat hamburger, les frites, pizza et mousse au chocolat. Alors voilà là où ça fait mal, 1537 kcal pour ce menu version ado. Mais cela on s'en doutait, la nourriture et le consommateur c'est le paradis du cliché. Regardez Pierre-Marie par exemple derrière son chariot. Il a peut-être fait dans sa vie plus de tours de caddie que de tours de manège, il adore ça. Je consomme avant tout ce que j'aime, sans forcément faire attention à manger très équilibré. Ça pourrait être moi, mais c'est cliché. C'est le samedi soir devant le match de foot. Et bien maintenant, je vous invite à passer à table et à déguster nos criquets. Un petit civet de criquet, et si c'était ça, la nourriture de demain ? À table.